des résultats qui sont convenables, mais on sent que là, on modifie un certain nombre de pratiques techniques et qu'on n'est sans doute pas au bout. Des résultats qui sont... les premiers résultats qui sont intéressants. Alors, autre chose qui me paraît importante, c'est que moi, ça fait une dizaine d'années que j'expérimente dans ce domaine-là. Le premier réseau de fibre que j'ai développé, c'était en 2001, sur 2000 logements. Il faut à peu près 3 années pour voir ce que ça donne. C'est-à-dire que les premiers résultats ne sont rarement totalement éclairants parce qu'il y a des effets de rebond, il y a on peut avoir des moments de grand progrès, puis hop, ça rechute. Donc il faut être très, très prudent sur les premiers résultats. Sur l'équilibrage, apparemment, on a 6% d'économie de chauffage liée à cet équilibrage. Un point aussi, c'est que dans notre monde, on entend toujours on va économiser 20%, on va économiser 30%. Quand on fait nos comptes à la fin de l'année et que sur une catégorie d'énergie, on a gagné 1% à périmètre constant d'une année à l'autre, eh ben c'est une grande victoire. Hein, c'est-à-dire qu'il faut savoir que c'est une politique de petits pas et qu'il faut voir comment tout ça s'agence. Le low cost sur l'équipement sans personnes équipées sur 576. Un très bon taux de pénétration par contre du dispositif d'Internet gratuit, peut-être meilleur que ce qu'on imaginait, parce qu'il y a d'autres expériences qui ont plus de mal à se développer. Donc on est à 65% sur la totalité du patrimoine et à 85% sur les nouveaux entrants. La raison qui fait que sur ce projet-là, on est plutôt meilleur que dans d'autres projets, c'est qu'on a la télé inclus. Il faut savoir une chose, c'est que l'Internet, tous les dispositifs d'Internet qui n'intègrent pas la télé, il y a un souci. La télé reste quand même un vecteur important du développement. Alors on a eu un foisonnement d'initiatives industrielles. Efineo, c'est ce que j'ai essayé de vous montrer sur la question de l'économie de charge et du comptage. Voltalis, c'est l'effacement diffus. Je ne sais pas si c'est arrivé chez vous, ça. C'est une technique qui consiste plutôt que de produire plus d'électricité quand on en a besoin de beaucoup, c'est de piloter centralement la déconnexion des chauffages électriques d'un certain nombre de logements de manière simultanée pendant un temps suffisamment court pour que les gens ne s'en rendent pas compte et donc éviter de mettre en place des centrales thermiques en appui, en complément des centrales nucléaires. Ça marche pas mal. On a 900 logements équipés. On a fait vraiment un test à large grandeur. Ça marche pas mal. On n'a pas complètement compris pour l'instant l'intérêt que ça avait pour la facture du locataire. C'est-à-dire qu'on a bien compris l'intérêt que ça avait pour la planète. On n'a pas complètement compris l'intérêt que ça avait pour le locataire, sauf peut-être un point, c'est que le dispositif qui sert à procéder à cet effacement diffus permet également de collecter les données d'électricité, de consommation électrique, indépendamment du fournisseur d'électricité. Et donc, du coup, on peut intégrer les données correspondantes dans notre dispositif énergétique et donc informer le locataire sur sa consommation énergétique en temps réel, sur sa consommation d'électricité en temps réel, et donc l'alerter également sur d'éventuels dysfonctionnements ou dépassements de budget. Alors on a été content de trouver ça pour ça, parce que dans notre projet d'origine, Efineo, on avait eu l'accord d'EDF pour récupérer les trames de données qui nous permettaient de le faire, sauf qu'une fois que ça a bien marché, ils nous ont supprimé les trames de données, parce que je pense qu'ils n'aiment pas bien que l'on connaisse les consommations de leurs clients indépendamment d'eux. J'en suis pas sûr, mais je crois que c'est ça. Alors, on a compris que côté fournisseur d'électricité, on aurait du mal à trouver des accords. Par contre, on a des contacts très prometteurs avec ERDF, qui lui, a priori, est là pour égaliser l'offre, et qui travaille sur le Linky, par exemple, le compteur intelligent, et qui trouve dans ce type de dispositif une sorte d'alternative soft au compteur intelligent. Bon, je passe sur l'impact d'image qui n'est pas l'essentiel. Voilà. Ça là, je trouve que c'est pas mal parce que je trouve que c'est une bonne image de ce qu'on trouve quand on ouvre nos colonnes techniques. Parce que à force de se dire que des gens ont de bonnes idées pour passer chez nous et câbler nos immeubles,
ben, ils sont chez eux. Chez nous, ils sont chez eux. Et ils viennent chacun avec leur pratique, leur manière de faire, leur manière de splitter, leur manière de visser. Il y en a qui aiment l'orthogonalité, d'autres sont plus ont été inspirés par Miro. Bon, je pense qu'on a un enjeu fondamental qui est de rationaliser les réseaux dans nos immeubles. Et que dans les solutions que vous présentiez, l'avantage principal de la quatrième, c'est ça. C'est d'avoir des réseaux qui sont rationnels. Quand on gère du chauffage urbain, c'est beaucoup plus compliqué de chauffage collectif à haute pression, par exemple. C'est beaucoup plus compliqué de gérer du chauffage collectif à haute pression que de gérer de la fibre optique. Ça, il faut le savoir aussi. C'est-à-dire que cette espèce de surreprésentation technologique que l'on nous présente, c'est pas grand-chose. Un moulin dans l'Allier, qui n'est pas une métropole mondiale, en 2001, on a installé avec l'organisme HLM un réseau de fibre optique. Il y a un gars qui est venu nous livrer un ordinateur, on l'a posé sur la table, on a branché. Bon, le réseau a marché pendant 3 ans sans maintenance. C'est-à-dire qu'il faut savoir que c'est rustique. Et que donc, on peut se permettre d'être investisseur. Où on a un petit problème, c'est que nous, on est dans un monde de la maîtrise d'ouvrage, de la maîtrise d'œuvre, on a une intégration de nos prestataires quand on réalise des choses. Quand on arrive dans le domaine des réseaux, alors là, c'est la pagaille la plus complète. Vous en avez un qui s'occupe d'un bout, l'autre de l'autre, le troisième il fait le bâtiment, la partie électrique c'est encore un autre, et on a du souci de repérage. Et je pense qu'avec la maturité du développement de ces technologies, on devrait pouvoir arriver à mieux repérer nos acteurs, nos intervenants, et donc se sentir plus à l'aise pour réaliser par nous-mêmes. Les autres solutions ne sont pas du tout à condamner par ailleurs, parce que par exemple, quand vous avez un réseau numéricable qui est convenable, économiquement, c'est difficile d'aller contre. C'est difficile de faire mieux. Et puis, on voit bien qu'on a tout un tas de choses dans nos immeubles qui, à un moment ou à un autre, mériteraient d'être pilotées, et que le fait de maîtriser son réseau, ça facilite l'empilage des briques pour arriver à piloter globalement l'ensemble. Autre élément, moi je suis convaincu que l'Internet c'est un tout, hein, c'est-à-dire que si vous en faites techniquement, il faut en faire dans la qualité de service, il faut réorienter votre communication avec l'extérieur par l'Internet, et que c'est dans la manière de prendre le sujet dans son ensemble qu'on arrive à évoluer. Donc nous, on a essayé de développer notre site, on a abandonné les journaux de locataires, on a abandonné tout ça, qui était quand même assez coûteux. On a développé un site qui est pas très original d'ailleurs, hein, qui laisse une assez large part à l'information. Et on a regardé comment monter ce site à partir du moment où on développait cette information et on développait les services. Alors quelques points de repère, un organisme HLM qui se branche sur Internet, qui fait un site avec la photo du président, celle du directeur général, l'organigramme et puis 2 photos du pont qui traverse la rivière qui est au milieu de la ville. Lui, en connexion, il va avoir à peu près la moitié de ses logements. C'est-à-dire un organisme de 10 000 logements qui, grosso modo, pas fait grand-chose, mais qui s'est rendu visible, il va avoir 5 000 connexions, mois, grosso modo. Si il se met à travailler un peu son affaire, il va monter tranquillement au nombre de ses logements, c'est-à-dire à peu près à 10 000, s'il a 10 000 logements. Pour aller au-dessus, ça devient compliqué. C'est-à-dire que pour aller au-dessus, il faut vraiment développer des services additionnels qui soient des services riches. Alors, on a essayé de s'engager là-dedans sans être complètement sûr d'avoir abouti. On a la demande de logement en ligne qu'on a développée, d'abord artisanalement, puis plus récemment de manière industrielle grâce à un prestataire que l'on a qui s'appelle le Créa Ouest. On a développé une demande de réclamation assistée qui permet aux gens, avec des petits icônes, de qualifier de réclamation, ce qui nous permet, nous, par la suite, de partir de quelque chose de plus précis que ce que nous avions auparavant. On a un dispositif, ça c'est autre chose, excusez-moi. On a un dispositif, un extranet locataire qui permet aux locataires de suivre leurs réclamations, d'assurer leur paiement en ligne,
pouvoir vérifier leur consommation d'eau froide, enfin de leur consommation de fluide, et de ce qui peut paraître marginal, mais d'avoir une transparence sur les données que l'on détient sur eux dans notre système d'information. Parce qu'on a des obligations croissantes d'information des locataires sur ces sujets-là, et le fait de rendre visible pour le locataire tout ce qu'on a sur lui, c'est de ce point de vue-là une sûreté. On a bien évidemment une partie animation, événement qu'on a géré avec la ville d'Angers, portail collaboratif, accès aux services par ce portail collaboratif. Je ne peux pas vous dire que ce soit un franc succès. Cette affaire-là coûte à la ville d'Angers 35 000 € par